On en parle. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur en France, a annoncé l'envoi dimanche soir de renforts de police et de gendarmerie importants pour s'assurer du respect absolu du contrôle des frontières dans les Hautes-Alpes. Théâtre le week-end dernier d'actions menées par des activistes d'ultra-droite, mais aussi des pro-migrants. Pendant ce temps, une centaine de migrants centra-américains ayant fait partie d'une caravane qui avait déclenché la colère du président Trump aux États-Unis sont arrivés dimanche soir à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Au Québec, la semaine dernière, 4 ministres du gouvernement Couillard ont bombé le torse face à Ottawa en l'accusant de se traîner les pieds dans le traitement des demandes des migrants irréguliers. L'année dernière, le Québec a accueilli 25 000 migrants irréguliers, soit la moitié de toutes les entrées de ce type au Canada. Comparativement à une moyenne annuelle normale de 3 500, les projections du gouvernement laissent entrevoir pour l'été prochain, en période de pointe, un rythme de 400 passages irréguliers par jour, soit près du double des 250 quotidiens de l'an dernier. Voilà un portrait très sommaire de la crise des migrants qui secoue l'Europe, les États-Unis et dans une moindre mesure le Canada. Dans la foulée, on vient de procéder à la 3e édition de l'Atlas des migrants en Europe, géographie critique des politiques migratoires, publiée par Migreux Europe. C'est un réseau européen et africain de militants et de chercheurs qu'a lu pour nous Elisabeth Vallet, professeure associée au département de géographie de l'UQAM et directrice scientifique de la chaire Raoul Dandurand. Vous aviez lu l'édition? C'est la 2012. Oui. Voilà, et on en avait parlé sur ce plateau. Elisabeth, bien entendu, les mouvements migratoires sont en révolution, sont en parfaite évolution, changement continuel. Donc, cette édition est complètement différente de celle de 2012, on peut le supposer. Absolument. C'est effectivement une édition qui revient régulièrement, mais l'avantage, c'est que chaque édition est un nouveau livre en soi. La démarche, en fait, je pense qu'il garde le terme de l'Atlas des migrants en Europe pour montrer qu'il conserve cette même philosophie, la même méthodologie. Leur approche est critique. Donc, ils invitent à critiquer les chiffres que vous venez d'énoncer, les chiffres de la migration, les affirmations, y compris le champ sémantique qu'emploie l'analyse de la migration. On parle de flux, de vagues migratoires, on parle d'être submergé par des vagues de migrants. On parle beaucoup de crise, évidemment, comme je l'ai fait moi-même. Je citais différents articles parus dans Le Devoir et sur la plateforme de Radio-Canada. C'est un terme que l'on emploie relativement récemment pour le Québec et le Canada, par exemple. Oui, mais qui est un terme qui est utilisé depuis plus longtemps en Europe, avec justement toutes ces métaphores aquatiques associées à la crise. Alors, on va se le dire tout de suite, la crise, il n'y en a pas. La crise est un construit. C'est une façon de traiter un phénomène qui se déroule. Il y a des changements, mais s'il y a crise migratoire aujourd'hui, il y a toujours eu crise migratoire. L'Europe occidentale, terre d'émigration pendant le 19e siècle vers justement l'Amérique du Nord, dans ce cas-là, a toujours été dans une forme de crise migratoire, et nous aussi. Donc dans cet atlas, ce qu'il cherche à dire, c'est au fond, lorsque l'on regarde la question des migrants, il faut questionner tous les éléments qu'on nous donne. D'abord l'histoire. D'abord l'histoire. Est-ce que justement, si on se replace dans l'histoire, est-ce qu'il y a vraiment plus crise aujourd'hui qu'il y a eu hier? On a eu des espaces relativement ouverts au 19e siècle. Ça ne date pas de Westphalie. La notion d'État fermé, c'est vraiment plus à la fin du 19e siècle. Donc il faut interroger l'histoire et le rapport qu'on a au déplacement. Il faut interroger les catégories, disent-ils. Ça, je trouve ça intéressant. Oui. Un migrant est quelqu'un, ou un immigrant est quelqu'un qui est un migrant économique, souvent on va le qualifier comme tel, c'est-à-dire quelqu'un qui va fuir son pays, qui pour des raisons économiques souvent va venir, là je parle du discours officiel, va franchir une frontière irrégulièrement et va arriver pour avoir une vie meilleure. Dans ce cas-là, on parle d'un migrant. Et donc il vient du Sud. S'il vient du Nord et il est venu, mettons, à Montréal pour occuper un emploi pour des raisons également financières. Mais s'il vient du Nord, c'est un expatrié. Forcément, dans cette psyché-là, le migrant/immigrant est nombreux. C'est une vague. L'expatrié, on en a quelques-uns. Oui. Donc, il y a toute une vision de l'individu qui va changer selon déjà sa couleur. Et la couleur est un élément important qu'il retrace tout à travers cet atlas de migrants en expliquant que si les personnes de couleur noire, partout
partout dans le monde vont subir cette ségrégation, que ça soit à l'entrée, à Vintimille, à l'entrée des Alpes en France, où ils vont être contrôlés systématiquement à l'inverse de ceux qui ne vont être moins teintés, et puis à l'entrée de Ceuta et Melilla. Si vous êtes une blonde aux yeux bleus, j'ai une de mes étudiantes qui a fait l'expérience de se présenter au poste frontalier. Le garde frontalier l'a vu à 200 mètres de distance, lui a fait signe de passer devant. Non. Tous les gens d'Afrique subsaharienne qui étaient en ligne et qui attendaient. Parce que, nécessairement, elle n'était pas une migrante. Elle était forcément une voyageuse. Ouais. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé en Libye, mais qui doit continuer de se passer à l'heure où on se parle. Parce que c'est CNN qui a révélé l'horreur du traitement des réfugiés. Qui l'apportait à la connaissance du monde. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Qui venaient de l'Érythrée, pour la plupart, et qui étaient traités comme des esclaves par les Libyens. Là. Et la Libye est un exemple qui a été porté à la face du monde, mais les États occidentaux, le Nord, a fait le choix d'externaliser sa frontière, ce dont il parle également dans l'Atlas. C'est-à-dire que les contrôles frontaliers vont être exercés par d'autres États très très loin de la ligne frontalière. La Libye sert donc de poste avancé. Tout comme la Mauritanie, tout comme le Niger, l'espace de la CEDEAO en Afrique occidentale est en train de se refermer parce que justement les États occidentaux, l'Union européenne en l'occurrence, versent de l'argent pour que d'autres États s'occupent d'arrêter les fameuses supposées vagues de migrants sur leur chemin vers la ligne frontalière. Ça a un avantage très net. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher de payer un garde frontalier. C'est très cynique, de payer un garde frontalier ou peu importe, un mercenaire pour arrêter des migrants en chemin quelque part dans le Sahel. Première chose. Ouais. Deuxième chose, on n'est pas soumis aux conventions européennes des droits de l'homme, par exemple. Ce qui se passe en Mauritanie reste en Mauritanie. Ce qui se passe en Libye, en théorie, restait en Libye. Oui. Donc, on outsource, on délocalise le traitement frontalier très au-delà de la frontière, là où les populations occidentales ne voient rien, et là où on peut déshumaniser en fait le migrant très loin. On apprenait d'ailleurs sur ce plateau, il y a 2 semaines, avec Emmanuel Stills, vous étiez présente, Elisabeth Vallet. Moi, je savais pas que les Mexicains, par exemple, faisaient déjà ce travail pour les Américains en stoppant les immigrants venus d'Amérique du Sud là, sur leur propre territoire. Les Mexicains, les Panaméens, on a vraiment... Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la frontière n'est plus une ligne, mais est devenue une zone à géométrie variable. Selon les accords de collaboration que passe le Nord avec le Sud, la frontière pour tel ou tel migrant, et ça va varier en fonction de la nationalité du migrant, va se situer au Niger, va se situer à Ceuta et Melilla, ou au contraire va se situer à l'intérieur du territoire de l'Union européenne. Vous dites qu'il n'y a pas de crise, Elisabeth Vallet. Pourtant, on a vu depuis une dizaine d'années un afflux très important de réfugiés, notamment vers l'Europe. L'Allemagne qui a accueilli 1,3 migrants il y a 2 ou 3 ans, sous Angela Merkel. 40 000 morts aux frontières européennes depuis 25 ans, dont 6 000 en 2016. Oui, c'est la vraie crise. C'est le fait que le durcissement, et c'est vraiment le fait de la politique de durcissement des frontières qui tue. Et ça tue de plus en plus, ça tue aux frontières. On le voit à la frontière mexicano-américaine, on voit que ça estropie. À la frontière canado-américaine, il y a des gens qui se sont retrouvés sans doigts, sans pieds parce qu'ils sont gelés. Donc cette frontière est indéniablement de plus en plus dure. Mais la notion de crise, il faut que ça représente... c'est une façon d'aborder les choses, mais et ils ont un graphique qui est très très intéressant où au prorata de l'Union européenne, la proportion de réfugiés est un point sur un immense graphique. C'est infinitésimal la proportion de réfugiés. Puis il faut dire 2 choses. Il y a les gens qui arrivent sur le territoire, qui font une demande de réfugiés et qui sont ensuite renvoyés chez eux. Tous les gens qui arrivent ne restent pas. Et d'ailleurs, la France vient de voter une loi, là, ils ont mis des heures à l'Assemblée française pour se mettre d'accord autour de cette loi qui va limiter d'ailleurs le temps que les demandeurs d'asile ou que les immigrants qui veulent aller en Angleterre de toute façon peuvent passer sur le territoire français, Elisabeth. Est-ce qu'on voit ça comme un durcissement? En fait, il y a une volonté de mettre en place une politique de négligence délibérée. La politique de négligence délibérée, c'est s'ils sont pas bien chez nous, vont rentrer chez eux. Et ça ressemble à ça. Donc, on leur rend la vie de plus en plus difficile, de manière à ce que, inconfortables, ils choisissent d'eux-mêmes. C'est un peu le self-deportation. Vous vous souvenez de Romney qui avait dit ça? En fait, c'est vraiment l'application de ces éléments-là. Donc, on essaye de mettre de plus en plus d'obstacles à ces migrants. Mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Je veux revenir sur la notion de crise. D'abord, nous sommes des pays vieux.
voire des pays très vieux. Le Canada est en passe de devenir un pays très vieux où la proportion de plus de 60 ans va faire Vous voulez vraiment... dire la moyenne d'âge, oui. Oui, c'est ça, la moyenne d'âge. Donc, puisqu'on fait plus de bébés, à un moment donné, si on veut que les choses fonctionnent, il va falloir qu'on adopte, qu'on embrasse l'immigration. Nous n'avons pas le choix. Angela Merkel, même si on parle encore de crise en Allemagne, a vu les choses de manière très saine. En fait, c'est le seul pays qui a justement adopté cette politique pro-migratoire. Il y a des problèmes, il y a des choses qui sont associées, mais malgré tout, si on parle sur un plan purement cynique et économique, son modèle est viable. Donc, plutôt que de parler de crise migratoire, on devrait peut-être parler d'absorption de notre côté. Donc, plutôt que d'ériger des murs, on devrait se poser la question, puis on va mettre ça très concret aujourd'hui. Le Journal de Montréal a fait paraître un article en disant que nous n'avions pas les capacités dans les écoles de la CSDM d'accueillir les enfants de migrants. Ils ont raison. Les écoles de la CSDM sont exsangues, les profs sont à bout, avec des cas problèmes qui ne sont pas traités à l'heure où on se parle. On n'a pas aujourd'hui la capacité d'absorber ces éléments de plus sur le territoire de la CSDM. Ben, c'est peut-être le moment pour un gouvernement de se dire... On peut se mettre dans le siège arrière, puis lever les bras en l'air et puis crier, pousser des cris d'orfraie. Ou alors, on peut embrasser le problème puis dire ces gens-là, ces enfants qui doivent être scolarisés pour être intégrés, il faut les intégrer maintenant. Mettons de l'argent dans l'école publique pour faire non pas un modèle d'éducation, mettons, c'est pas leur priorité, mais un modèle économique qui fonctionne puis qui fasse qu'on puisse s'occuper des vieux qui sont à nos portes. C'est aussi simple que ça. Alors la politique, plutôt que la vision d'une crise migratoire, doit être une politique d'absorption intelligente. Et c'est ce que cet atlas cherche à montrer. Dernier point sur la crise. De crise, il n'y en a que si on montre des chiffres qui sont des chiffres justes. Tout ce qu'on vous montre aujourd'hui quand on vous parle de crise, c'est le temps. On va vous donner un nombre d'années qui va correspondre à la démonstration du fait qu'il y a une crise et une hausse. Prenons, au lieu de prendre ça sur 10 ans, on prend ça sur 30 ans, puis on se dit, ah ben oui, ça fait partie des hoquets que vivent les crises migratoires. Concrètement, le gouvernement américain change. Les États-Unis, ne serait-ce qu'en raison du climat, sont vachement plus intéressants que le Canada. La balance migratoire repart dans l'autre sens. De crise, il n'y en a pas. Elisabeth Vallet, cette réédition de cet atlas des migrants en Europe est à lire. Hein? Vous trouvez que c'est un ouvrage absolument remarquable? Oui, extraordinaire. Je voudrais l'avoir écrit. C'est paru chez Armand Collin. Merci beaucoup.